Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Corbizier. Philippe, salut. Salut Alexandre. Alors Philippe, je suis très content que tu viennes dans Les Héros de la Vente. Tu vas nous expliquer pourquoi. Donc tu travailles pour Lexi, qui est une start-up belge, et tu travailles dans un domaine qui m'est cher. On va en parler pendant tout l'épisode. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur les sujets vente? Bien, déjà, merci de me recevoir et bonjour à tous. Pourquoi c'est intéressant? Moi, Philippe, 32 ans, ça fait 10 ans que je suis dans le monde des startups. J'ai créé la mienne après avoir arrêté mes études, où j'ai décroché mes premiers clients avec le téléphone. C'était une Euh, start-up sur quel sujet? on livrait des smoothies dans les entreprises, Ah oui, et d'accord. puis des sandwichs et des salades, et des corbeilles de fruits, des potages, D'accord. etc. Et dans ma chambre étudiante, j'ai pris le listing des 200 entreprises qui étaient proches de chez moi, un tableau Excel, un coup de téléphone, le barrage de la secrétaire directement, essayer de booker une dégustation pour le coup, pas une démo. Et c'est comme ça que j'ai chopé mes 200 premiers clients et que j'ai créé une boîte avec 10 employés, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ma toute première expérience entrepreneuriale et commerciale aussi. D'accord, et c'est comme ça que tu as eu aussi le virus de la vente, De j'imagine. la vente. J'ai des parents qui sont commerçants aussi, qui ont eu un magasin de fleurs pendant 20 ans. Et D'accord. donc, très jeune, j'étais sur le banc de la route à vendre du muguet, Ah par oui, exemple, et avoir ce papa et cette maman commerçant. Donc, peut-être qu'il y a une fibre un peu commerciale même dans la famille. Ensuite, j'ai travaillé chez Odoo pendant 2 ans et demi, qui est une magnifique startup oui, qui est scale-up, une belle entreprise, ouais. magnifique scale-up belge. J'ai eu la chance de rejoindre là-bas. La boîte était déjà bien mature, mais j'étais le 60e consultant en Belgique. Donc là, j'ai pris une casquette de consultant. J'ai pris toute mon expérience entrepreneuriale et geek aussi, parce que j'ai créé le site web, etc., dans la D'accord. précédente boîte. Et donc j'étais consultant, j'implémentais la solution là-bas. Très belle école, le consulting, pour être un bon commercial. Oui, Donc là, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Puis j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Overloop, qui est un SaaS B2B, un peu comme Lemlist ou Wallaxy. C'est une boîte concurrente des Belges, où j'étais le tout premier account exécutive. Et après un an, j'ai eu la chance de rejoindre Lexi, où je suis depuis 1 an et demi. Je suis le troisième employé chez Lexi, on est désormais 36. d'accord. La boîte faisait 100 000 euros de chiffre d'affaires quand j'ai rejoint et on vise les 5 millions d'ici la fin d'année. Très bien. Alors, tu l'as dit, hein, tu étais parmi les premiers employés et maintenant vous êtes 36. Alors, justement, c'est le thème du jour. C'est comment tu arrives dans une entreprise en étant l'un des premiers employés et notamment le premier commercial. Et ensuite, comment tu évolues avec la croissance de l'entreprise et comment tu deviens manager, head of sales. Donc, on va parler des problématiques, des enjeux. C'est toi qui m'as proposé ce sujet. Pourquoi ce sujet? Déjà parce qu'il m'anime très fort. Je pense que c'est un challenge que plein de personnes sont susceptibles de vivre. Je le constate par moi-même aussi avec les échanges que j'ai avec d'autres responsables commerciaux, que on est souvent plus ou moins bien onboardé en tant que commercial quand on rejoint une boîte mature, mais même dans des boîtes matures, la formation des managers, elle est quasiment inexistante dans plein de boîtes. Je trouve du coup c'est un sujet passionnant pour lequel je me fais moi-même très mal, avec des portes que je me prends en pleine face parce que je fais des bêtises, mais aussi avec beaucoup de lectures et beaucoup de devoirs en dehors du boulot pour essayer de devenir un meilleur manager, parce que ça ne s'improvise pas. Et être un bon sales n'est pas du tout la condition pour ensuite devenir un bon manager. Oui, donc on va parler de tout ça. Avant toute chose, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs qui ne connaissent pas qu'est-ce que vous faites chez Lexi? Yes. Donc Lexi, on est un assistant ou agent, donc une intelligence artificielle qui vient équiper les commerciaux, mais pas que. Notre mission, c'est vraiment de unlock human potential, débloquer le potentiel humain avec de l'intelligence artificielle, avec un cas d'usage initialement assez simple. On rejoint les réunions, les visios. Également, on récupère les enregistrements des appels téléphoniques. On a aussi une application mobile à poser sur la table pour les commerciaux itinérants, par exemple. C'est pratique, on le pose sur la table et on peut enregistrer une réunion sur place, ou on s'enregistre dans sa bagnole entre deux rendez-vous pour dicter du coup tout ce qu'on a raconté en rendez-vous. Et ensuite, ça fonctionne comme un agent IA. Ça retranscrit mot à mot ce qui a été dit. Via l'IA générative, on transforme cette retranscription en compte-rendu de réunion, en point d'action, mais pas que. On vient compléter le CRM avec les informations, et on décharge du coup les sales de toutes ces tâches administratives, aussi bien avant un rendez-vous, en l'aidant à réécouter le précédent rendez-vous, qu'après, en complétant le CRM. Et via l'IA, on peut même demander à l'IA d'agir comme un coach et de lui dire qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, quelle est la liste des objections qui ont été formulées et comment j'aurais pu mieux les traiter. Rédige-moi mon mail de suivi, parce qu'il y a vraiment aussi un mini chat GPT dans l'interface. Donc voilà, on est cette solution tout en un qui équipe les commerciaux autour de leur réunion. C'est un outil de sales enablement pour prendre le mot-clé technique. Ouais. Euh,
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te connectes à un rendez-vous visio. Souvent, effectivement, tu as un agent IA qui va arriver. Mm. On voit que c'est un secteur ultra dynamique, hein, parce que des fois, tu te retrouves avec des agents IA que tu n'as jamais entendu parler. Quelle est votre plus-value par rapport à d'autres concurrents? Oui. La première, c'est la partie sécurité. C'est vraiment un enjeu de cœur pour nous, c'est la première valeur. Donc on a un outil ISO 27001 pour, ceux à qui ça parle, donc c'est une norme de sécurité très stricte. D'accord. Tout est hébergé en France pour le coup, donc toutes les sociétés qui sont un petit peu sensibles par rapport à la donnée, a priori, et on a des clients dans le CAC 40. Donc ça veut dire qu'on a passé toutes les barrières, aussi bien légales que techniques, pour pouvoir adresser le cas d'usage de la prise de notes. Il y a l'enjeu du GDPR aussi. On n'a pas le droit d'enregistrer les gens sans leur consentement, donc l'assistant qui rejoint de manière visible. On se mettra toujours un point d'honneur à l'obliger. Et qu'il y a des concurrents qui permettent Ouais. Ah oui, d'enregistrer. c'est une question que je me posais effectivement. Pourquoi tu vois les agents et pourquoi tu les as pas plutôt en toile de fond? C'est une question du RGPD? RGPD, on n'a pas le Très bien, droit d'enregistrer les gens sans leur consentement. très bien. Ok, donc c'est vrai que quand tu as l'agent qui rejoint ta visio, tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Exactement. Et une fois qu'il est là, on peut même le mettre en pause. Donc si je veux Ah oui, absolument avoir un rapide off of the record avec toi, je mets slash pause dans le chat et puis slash resume quand on a fini. d'accord, Et très bien. comment, donc ça c'est le premier aspect, pour la sécurité, tout est stocké en France, aucune IA est entraînée sur la donnée, tout est audité, tout est transparent. Et le deuxième élément, c'est vraiment la qualité. Donc Lexi est un outil AI first par rapport à d'autres outils qui sont un peu plus historiques et qui ont dû rajouter des Des couches couches? d'IA. Je pense aux géants, pour pas les citer, Microsoft et Google, qui tout le monde nous demande, mais vous allez pouvoir manger par ces gros GAFA, mais pas du tout. Comme beaucoup de solutions, mais c'est des couches supplémentaires dans les outils existants. Nous, on a un outil métier qui fait une chose très très bien. Voilà un peu le pitch. Et ça peut vous permettre peut-être d'aller adresser des verticales comme la verticale de la vente des Mhm. commerciaux, là où Google, Microsoft, ça va être beaucoup plus mainstream, j'imagine. Ouais. Alors nous, on adresse aussi bien le mainstream que le commercial, D'accord. parce qu'on a un outil hyper agile. Parce qu'on est AI first, dès le départ, on transforme l'audio en texte, puis le texte via l'IA générative en ce que tu veux. Ouais. Et donc en fait, Lexi, cet outil qui est aussi bien généraliste que spécifique, il a dans son ADN à la base une vocation sales, mais en fait, c'est la partie généraliste qui a débloqué un petit peu notre croissance. Très bien. Donc, quand est-ce que tu es arrivé chez Lexi? J'ai rejoint il y a 18 mois, Ah oui. c'était novembre 2023. Ah oui, donc vous êtes passé, tu m'as dit, de quelques employés à 36 en 18 mois. Exactement. Très bien. Comment ça se passe quand tu arrives dans une start-up? Je sais que les fondateurs ont créé d'anciennes entreprises avant, donc ils ont quand même eu les épaules solides et une expérience précédente. Donc c'est une start-up ambitieuse. Comment ça se passe quand toi, en tant que premier commercial, tu arrives? Quels sont, on va dire, les challenges des premières semaines, des premiers jours? Comment tu vois un peu, après tes 18 mois chez eux, cette époque-là qui, à mon avis, n'est pas très loin, mais pour toi, je pense que tu as l'impression que c'est déjà il y a quelques temps. Ouais. Ça remonte à un petit Ouais. temps. Bah, c'est la deuxième fois que je vis cette expérience-là, vu que chez Overloop, j'étais aussi le Ah premier oui, commercial. Mais donc, comment ça se passe? Bonjour Philippe, bienvenue, on a confiance en toi. Voilà, il y a des leads, bah, prends des démos et pas démerde-toi, mais pas loin. d'accord. Donc, il y a un mini onboarding, il y a évidemment, ils ont fait tout ce qu'ils peuvent pour consolider un peu le Oui. contenu qu'ils avaient déjà en tête, mais on est sur quelque chose de très très brut, donc j'ai pas un onboarding de 3 mois où on s'attend à ce que je suive étape par étape un D'accord, donc process plutôt un onboarding assez rapide, très light. très light. On sait que quand tu es fondateur et que tu embauches les premiers sales, Hmm. souvent la difficulté, c'est de transposer la passion de ton produit, de ta boîte, aux premiers commerciaux. Et Hmm. souvent, les fondateurs sont déçus parce qu'ils pensent que le commercial va pouvoir tout faire et mieux que soi. Et souvent, c'est rarement le cas. Comment toi, tu as vu la chose? Bah, je pense ils ont pris une bonne décision en m'engageant sans être prétentieux. Mais moi, je suis un passionné. C'est vraiment le message que je retire de tous mes entretiens de recrutement, de toutes mes expériences précédentes. D'accord. Philippe, c'est un passionné. Quand il se lance dans quelque chose, il le fait à fond. J'ai moi-même ce passif d'entrepreneur, donc je sais ce que c'est d'être entrepreneur et de pouvoir pousser sa solution. J'ai la chance d'être actionnaire aussi chez Lexi. Ah oui, Ça ne l'était pas durant les 2 premiers mois, mais ça faisait partie a priori du. ils t'ont proposé rapidement Ouais. de prendre des actions? Oui, et donc D'accord. forcément, ça joue aussi dans l'incitant d'être passionné, de se dire, bon, ben, en fait, c'est un petit peu ma boîte aussi. Oui, Donc, c'est peut-être une manière déjà d'initiativer. Je pense que les premiers employés qui rejoignent et qui font leurs preuves, c'est une bonne idée de les incentiver avec des parts. d'accord. Mais à côté de ça, comment on fait? Ben,
j'avais un petit peu d'expérience derrière moi, aussi bien en vente qu'en tech. La solution Odoo c'est un ERP, donc beaucoup plus complexe qu'un AI note-taker. Donc en termes produits, je suis assez vite formé. Le produit n'a qu'un an et demi, donc on ne croule pas sous les fonctionnalités et sous la complexité technique non plus. Un bagage et IT et commercial et consultant et vente. Donc a priori, j'étais comme un poisson dans l'eau d'essayer de commencer à structurer ce processus de vente. D'accord. Et est-ce qu'ils ont utilisé leur outil pour t'aider à faire premiers rendez-vous ou tes premières démos? En fait, je me rappelle j'ai pas du tout été shadowé sur mes premières démos, donc les premières démos, je les ai vraiment fait tout seul. D'accord. Mais on a utilisé évidemment Lexi. Donc dans l'onboarding, Mathieu, qui est le CEO, qui avait cette casquette de vendeur avec Xavier, le CEO, eh bien, on enregistrait évidemment plein de calls. Et donc une partie de l'onboarding, c'était de venir réécouter des calls spécifiques qu'on a classés dans la bibliothèque. D'accord. C'est une des features pratiques, c'est de créer cette bibliothèque d'appels pour les nouveaux. Comme ça, ils peuvent venir réécouter les appels les uns après les autres qui sont classés par ICP, par features, par objection et tout ça. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu peux donner des exemples dans cette bibliothèque de qu'est-ce que tu retrouves comme thème? Donc tu dis ICP, features, peut-être quand les gens parlent des concurrents. Les concurrents, comment, bah, c'est une objection du coup, Oui, comment lever l'objection du concurrent, comment montrer qu'on est différent, et des choses comme ça, l'objection du prix, l'objection du timing, l'objection du c'est pas le bon moment. Donc voilà, d'accord. il y a vraiment moyen de créer des bibliothèques du coup pour tout. Et l'idée c'est ensuite de structurer ça dans l'onboarding. Chez nous on utilisait Notion. euh, Oui, Notion. Donc il y avait cette vidéo-là à regarder le premier jour, celle-là le deuxième jour, et voilà. ok. Et ça renvoie du coup vers un lien de la vidéo Lexi. Ok. Donc, tu as donné plusieurs apprentissages à la fois pour les auditeurs qui ont des startups et qui embauchent leurs premiers commerciaux, ou pour les employés qui vont arriver dans des boîtes et qui vont être le premier commercial. Notamment, avoir une expérience entrepreneuriale, ça peut être un plus. Ne pas hésiter à faire ce que tu dis, revoir des appels des fondateurs avec des outils comme le vôtre, par exemple. Euh, Tu m'as dit vous classiez dans Notion. Ça, c'est intéressant parce que souvent, moi, je trouve que les entreprises que j'accompagne, qui ont une culture un peu de l'écrit, Mm. en mettant beaucoup de choses dans Notion, en fait, finalement, tu te rends compte que bah, l'onboarding est plus facile. Mm. Et qu'est-ce que tu m'as dit d'autre sur les débuts? Bah, être passionné rapidement sur le produit pour pouvoir finalement emmagasiner un maximum d'informations et reproduire ce que font les fondateurs dans leur premier rendez-vous pour pouvoir toi le reproduire sur ces premiers rendez-vous. Est-ce que tu vois d'autres choses qui ont favorisé tes premiers mois? Ou est-ce Euh, que tu vois au contraire des choses sur lesquelles tu aurais aimé être meilleur? Bah, pour rendre ça de manière très actionnable, je pense qu'il y a moyen de disséquer un peu c'est quoi le contenu minimum à donner lors d'un onboarding. Je pense que la base, c'est connaître son produit super bien, mais éviter que le commercial soit sa seule zone de confort. Sinon, on rentre dans des démos, on ne montre que le produit, on ne fait pas de découverte. Ouais, Bien, en deuxième point, c'est quelle est ma méthode de vente. Est-ce que je fais du spin, est-ce que je fais du bant, est-ce que je fais du spice, etc. Donc, tout ça doit être évidemment idéalement clarifié, communiqué et puis renforcé. et Euh, ça c'est toi qui l'as proposé? Ou c'est plutôt les fondateurs qui t'ont dit essaye cette méthode-là? Ils avaient une liste de questions potentiellement à poser pour faire une découverte, mais très très vite, comment? Ça s'est- C'est devenu insuffisant, en tout cas quand on a dû. Et j'en parlerai peut-être plus tard, mais Oui, ma conclusion, c'est quand on rentre dans une boîte, il faut essayer de définir le plus vite possible. Ça sonne mieux en anglais. What good looks like. C'est quoi la définition d'un bon R1? C'est quoi la définition de qu'est-ce qu'on fait avant? Très facile de diagnostiquer tout ça. Il faut faire des choses avant un meeting, il faut faire des choses pendant un meeting, il faut faire des choses après un meeting. Tout ça doit être documenté comme une grille d'évaluation. Et ça, moi, je l'avais pas. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte que c'est comme ça qu'on arrive à créer un process super clair, qu'on peut le communiquer du coup, qu'on peut le traquer. Et cette définition ça a été mon obsession pendant 6 mois, définir what good looks like. Et une fois qu'il est défini, le communiquer, le renforcer, le faire évoluer, évidemment. Mais moi, ça a été libérateur d'avoir cette définition, ce mot-clé, encore une fois, définir what good should look like. ok, donc avoir effectivement, moi j'appelle ça une sorte de playbook de vente, en gros savoir ce que tu fais avant un rendez-vous, pendant, après. Mm. Là tu nous dis peut-être quelque chose que tu aurais aimé avoir mais que tu n'avais pas. Donc en gros c'est tu sens qu'il y a un manquement,
tu le fais toi-même Mhm. ou à un moment donné, c'est une discussion avec l'équipe en disant il faut qu'on travaille dessus. Et c'est peut-être là où tu commences, et on va en parler dans la deuxième partie, à te dire bah, peut-être que finalement mon job va changer. Mm. Oui, je termine juste sur un peu sur Oui, les grands leviers à travailler. Donc, le premier, c'est le produit. S'assurer que dans l'onboarding, on fait monter en compétence sur le produit le plus vite possible. Il y a la méthode de vente, le playbook. Dans le playbook, il faut parler des concurrents, il faut parler du marché, des clients, des ICP, donc les types de clients idéaux, quels sont leurs problèmes, quels sont leurs challenges. Comme ça, si on éduque le sales sur tout ça, il rentre dans un call en étant assez bien préparé. Donc voilà, pour essayer de diviser un petit peu, il y a une très bonne recommandation de livre, c'est The 100 Million Sales Formula du gars de HubSpot. ah ok, ouais. Euh, Ouais, je crois pas l'avoir lu celle-là, ouais. Celui-là. 100 millions Accelerate Formula ou quelque chose Ouais, comme ça, on mettra la ref, je suppose, dans la description, mais c'est un très très bon livre pour expliquer de bout en bout comment est-ce qu'on structure et qu'on crée une machine de vente, du recrutement au coaching, au plan de commission. alors on va en parler, hein, donc, à quel moment l'entreprise commence à rencontrer la croissance et à quel moment tu te dis là, mon job commence à changer et qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Mais donc, moi j'ai rejoint donc en novembre. On avait quelques free trials toutes les semaines qui tombaient. Mais petit à petit, ça a commencé à accélérer. Et donc, on a engagé notre premier AE en avril. Donc, si je compte bien, ça fait 5 6 mois plus tard. Parce que tout doucement, moi j'étais noyé sous mes deals. Donc, Donc, toi, tu pendant les 4 prospectais. on a plus fait de prospection chez Lexi Ah bon, depuis novembre. d'accord. Donc, quand j'ai rejoint, en fait, il y avait une machine inbound qui commençait à se mettre en place. Un marché, ouais. Il y a un nouveau produit qui a été lancé aussi. À la base, c'était uniquement dédié aux vendeurs, mais on a développé une offre beaucoup plus basique qui se concentre juste sur le note-taking. Et du coup, on a tout doucement des dizaines de leads qui ont commencé à affluer pour tester ce cas d'usage-là. D'accord. Euh, et ce qui est intéressant du coup, c'est que la première semaine, j'avais peut-être 2 ou 3 démos, mais très vite, la deuxième semaine, troisième semaine, j'en avais 10, 15. Puis tout d'un coup, Mathieu qui recommence à faire des démos aussi, Xavier aussi. Et puis à un moment, on arrive en février, mars, où moi je dis à Xavier, Xavier, je n'en peux plus. J'ai des 20, 30, 40 démos parfois en une semaine, ça va plus. Il nous faut quelqu'un en plus. Donc c'est là que Martin nous a rejoint, notre premier account exécutif. D'accord. Enfin, deuxième, je suis premier. Et c'est là où, bah, typiquement, j'ai pris cette casquette du coup de head of sales. Bon, c'était plutôt team lead au début, faire des pipe reviews avec lui, le coacher, l'accompagner dans ses premières étapes. Mathieu et Xavier, donc les fondateurs, étaient encore très très présents avec Martin. Et puis on a Sophie qui nous a rejoint au mois d'août. Donc il nous a fallu à peu près 3 mois pour de nouveau être Martin sous l'eau, moi sous l'eau, Mathieu et Xavier qui reprennent des démos aussi. Et puis on a Pierre-Antoine qui nous a rejoint en octobre. Christabel et Maria janvier, décembre, ou quasiment déjà en 2025. Et on a Paul puis Julien qui nous ont rejoint très récemment et Louis qui est là depuis 2 semaines. Ok, donc très vite, quasiment chaque mois à peu près, hein, vous aviez un nouveau Ouais. commercial qui arrivait dans l'entreprise. Et toi, comme tu étais le premier, tu commences à prendre une casquette, tu l'as dit, de team lead, un peu de manager peut-être. Mm. Ou au début, c'était peut-être pas du management, c'était plutôt de pair à pair. Oui. Et très vite, comme vous aviez 2, 3, 4, 5, 6 personnes, en fait, les fondateurs t'ont dit, bon, Philippe, il va peut-être falloir structurer les choses et tu vas t'occuper de l'onboarding, peut-être du recrutement un peu ou pas. Alors, quand j'ai été recruté directement, j'avais ce job title D'accord. de team lead slash head of sales. Ok, Donc, comme tu l'as dit, les fondateurs ont une belle expérience. Donc, je pense qu'ils avaient l'idée. prévu en tout cas qu'on allait grandir et recruter, sans doute pas aussi vite. Mais donc dès le départ, ils se sont dit, bon, on va recruter Philippe, qui a l'air d'être un beau potentiel pour et la vente et potentiellement ensuite du management. Et mais c'était pas garanti non plus, donc j'ai dû quand même faire mes preuves. J'ai essayé de le faire évidemment au début avec Martin, puis avec Sophie. Et puis naturellement, j'ai essayé vraiment de head of sales et de chapeauter Ok. la vente. Et ta question du coup, Ma question, bah, c'était donc tu arrives finalement à un poste de head of sales, donc tu passes, on va dire, de 0 à 1. hmm, Je savais pas hein, qu'au début, tu avais pris comme head of sales. Je pensais qu'il t'avait pris comme sales, tout simplement. Donc là, tu arrives sur un nouveau poste, on va dire, qui est plus du management, hmm. peut-être.
Et ce qui est marrant aussi que j'oublie de préciser, c'est que quand je rejoins, il y a déjà des alternants qui sont là. D'accord. Donc on travaille avec 6 alternants en permanence chez Lexi. Et avant que je rejoigne, le rôle des alternants, c'était de faire de la prospection téléphonique. Ensuite, ça a été de jouer cette casquette de SDR pour booker les démos. Donc chez Ouais, Lexi, c'est des free trials. C'est des personnes qui remplissent un formulaire pour avoir accès gratuitement à Lexi pendant 7 jours. Du coup, il y a un process où un SDR chez nous, qui est un alternant, appelle ce prospect pour booker une démo d'accord. Avec avec le toi client ou exécutif. un account. Et j'avoue que ça a été mon premier projet, c'est de structurer ce process finalement. Maintenant, je Oui, m'en rappelle. Ma toute première mission chez Lexi, ça a été de structurer le process de telle sorte à ce que chaque free trial soit appelé, relancé par mail sur LinkedIn afin de caler une démo avec moi du coup. d'accord. Donc il y avait quand même de l'outbound, hein, il y avait quand même de la prospection. Avant que j'arrive, oui, mais quand je suis arrivé, on a Vous avez plus aucun coupé? effort Ah oui. d'outbound, il n'y avait plus que de l'inbound déjà. Et encore maintenant? Et aujourd'hui, on est à 100% on fait un peu on participe à des événements aussi. On a fait Vivatech il y a quelques semaines. Mais principalement, le canal d'acquisition principal aujourd'hui, le flow, c'est inbound. Ok, donc c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le product market fit. Ouais, Si vous avez assez de leads qui arrivent et que vous n'avez pas besoin de prospecter mm, parce que vous avez, comme tu l'as dit, déjà de la matière pour remplir vos journées. tout à fait. C'est un chouette problème à avoir, on va pas s'en Ok. cacher. Parfois, ça soulève des questions aussi. Est-ce que c'est pas dangereux de dépendre que de ça? Est-ce que du coup, on est content de ne pas maîtriser tout à fait qui sont les prospects qui sont en face de nous? Plaisir d'en parler évidemment, Ouais. mais oui, c'est une chouette. Les sales sont pour l'instant très très contents évidemment, mais on a une team extraordinaire qui est prête à décrocher le téléphone à tout moment s'il faut mettre ça en place. Ok. Je reviens avant que l'équipe grossisse, quand tu étais tout seul. Est-ce que tu as fait des erreurs que tu aurais aimé ne pas faire? Oui, je pense que en tant que manager, on passe de être un super-héros à être un super-héros maker, un créateur de super-héros. Et je pense que j'ai pas assez vite fait, enfin j'aurais pu, en conscientisant plus rapidement c'est quoi un créateur de super-héros vs un contributeur individuel, euh, pour essayer de shifter le plus vite possible, pour concentrer mon temps un peu plus sur mon équipe et moins sur moi. C'est vrai qu'il y a une gymnastique à trouver entre mes propres leads, mes propres deals, mes propres targets et celle de mon équipe. Et je ne peux que regretter de ne pas avoir passé beaucoup plus de temps à être plus accessible. Je pense que c'est une grosse erreur de management de ne pas être tout le temps accessible. J'étais en mode encore focus sur je suis un contributeur individuel, je protège mon temps, j'essaie d'éviter les interruptions, je désactive les notifs Slack. Et je faisais voilà, quelques jours de télétravail, donc parfois je recevais des notifs Slack, je répondais que 2 3 heures avant, et j'ai eu des collaborateurs qui disaient bon ben Philippe me répond pas sur Slack, du coup je vais embêter Mathieu ou Xavier qui sont à côté de moi. Oui. Ça c'était, je trouve une erreur de ne pas être directement beaucoup plus accessible et centré sur les autres et ouais. Oui, c'est peut-être la différence de quand tu es embauché dans une entreprise et on te fait évoluer vers ce poste de manager, où tu as tes anciennes missions, en fait, où on te rajoute de nouvelles missions, et parfois la frontière est floue, que quand, moi ça m'est arrivé, tu te fais embaucher directement comme manager, tu as une équipe en place, à toi de mettre des choses en place, mais tu sais que tes missions, c'est principalement le management, on t'embauche pour ça. Donc là, c'est la, on va dire la nuance qu'il y a entre la première et la deuxième position. Ouais. Ouais. Mais ce qui est marrant, il y a cette métaphore de la start-up. Créer une start-up, c'est quoi? C'est se jeter d'une falaise et essayer de créer un avion, de construire un avion avant de toucher le sol. Et cette métaphore, en fait, on la retrouve tous les mois. Tous les mois chez Lexi, parce que à tout échelon de la boîte, que ce soit Oui, des process, que ce soit le rôle de manager, que ce soit le rôle de team lead, parce que maintenant Martin est passé team lead, Sophie aussi. d'accord. Tout ça, ben maintenant, c'est mon rôle de définir non plus what good looks like pour un sales, mais pour un manager. C'est quoi un bon pipe review? C'est quoi une bonne review de deal ensemble? C'est quoi une session de coaching spécifique? C'est quoi, comment tu organises une bonne formation avec ton équipe? Tout ça, c'est des process à définir, à documenter pour que ce soit pas de l'impro total et que eux ne doivent pas construire eux-mêmes leur avion avant de toucher le sol. Oui, alors justement, exactement te demander, tu commences à avoir une équipe. Selon toi, avec le recul que tu as aujourd'hui, quelles ont été les bonnes pratiques mises en place pour que tout soit fluide, même si effectivement, tu l'as dit, c'est une start-up, donc tout n'est pas toujours fluide dans le meilleur des mondes, mais on essaye de rendre les choses faisables. Je pense que le secret, c'est la partie process. Xavier, notre CEO, il aime bien parler de méthode,
c'était la méthode, la méthode, la méthode pour reprendre son geste et son verbatim. Et lui, il a une chouette expérience à partager, c'est qu'il avait un sales dans son ancienne boîte qui était pas très bon, qui était même un peu en dessous de la moyenne. Et il l'a pris sous son aile, il a dit, ça c'est la méthode, ça c'est le playbook, voici en 10-15 points, en one-pager, ce que tu dois faire. Tu lis ça durant tes appels et je te garantis que tu vas faire mieux que le reste de l'équipe. Il l'a fait et ce gars est devenu le top performer de la boîte alors qu'il n'avait pas aucune prédisposition. Et donc là, on parle de méthode. La vente, c'est une science. C'est on est dans les héros de la vente, mais être un héros, c'est 1% de talent et c'est 99 ou 99 de travail quand même. Il y a une science derrière ça. Il y a le spin selling avec un bouquin entier, des recherches qui ont été faites sur qu'est-ce qui distingue un bon commercial d'un moins bon commercial. Un bon commercial doit prescrire correctement, éviter de parler features à tout va, doit poser des questions. Chaque solution, chaque marché bénéficie à avoir ses propres questions. Donc voilà un petit peu le challenge, définir ces process, définir cette méthode. Et en vrai, ça débloque beaucoup de choses. Très bien. Donc on l'a compris, hein, importance de définir les process, les méthodes. Tu as parlé de spin selling, c'est ce que vous utilisez, vous, dans vos méthodes de vente? On a commencé avec le spin parce que c'était Oui. très documenté, c'était très facile de trouver des chouettes vidéos YouTube à directement partager en français à l'équipe. Maintenant, on essaie de faire du spiced. Ok. C'est un mix entre du spin et du médic. Donc on inclut un peu les deux dedans. S pour situation, P pour pain, I pour impact. Là, on trouve les 3 premières lettres du spin. SP. Ensuite, il y a CE pour critical event. Là, on est dans le timing, du BANT aussi, B-A-N-T. Quand est-ce qu'on démarre? Qu'est-ce qu'il vous faut pour prendre une décision? Et puis le D, c'est décision. Oui, c'est Winning by Design, je crois, hein, qui a Exactement. créé cette méthode qui est un peu plus, on va dire, moderne que le spin selling. Ouais. Tout à fait. Et j'ai eu la chance d'être certifié Ah oui? Winning by Design sur la partie Spice dans mon ancienne boîte. Donc chez Overloop, d'accord. j'ai eu la chance d'avoir la formation payée par mon boss. C'est vrai qu'ils sont néerlandais en plus, Winning by Design. Yes. Donc pas trop loin de la Belgique. Tu conseilles leur certification, leur formation? Vraiment. Bonjour à Ok. Jaco s'il nous entend, s'il nous écoute, le fondateur. Mais pour les auditeurs qui ne connaissent pas, allez sur YouTube, tapez Winning by Design. Alors les vidéos sont principalement en anglais Mhm. et vous allez découvrir effectivement une science de la vente très, très intéressante. Donc vous appliquez le SPICE dans les rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place avec tes équipes qui te permettent d'être performant finalement? Alors, je ne pourrais pas ne pas répondre à cette question sans parler un peu de notre outil. Oui. En vrai, donc moi, chez Overloop, donc la startup que j'ai rejoint avant Lexi, on est un des tout premiers clients de Lexi. Donc, j'ai eu la chance d'être un account exécutif qui a utilisé Lexi dans son quotidien. Et moi, ça a changé ma vie. Parce que vraiment, avoir cet outil qui prend note automatiquement pour moi, qui remplit mon CRM, qui me donne du coaching alors j'étais un peu tout seul, ça a déjà bien, bien changé ma vie. Donc, nous, chez Lexi, on essaye d'être les power users de notre propre solution. Ça nous permet d'être très agile et de donner du feedback aussi à l'équipe produit pour toujours être au top. Et qu'il y a un truc qui ne va pas, on le remonte et potentiellement l'équipe dev l'implémente ensuite, qui profite ensuite à tous nos clients. Mais donc, un des fils rouges quand même de ce succès dans notre équipe, il y a évidemment la culture de la boîte. Hein. La boîte a bientôt 4 ans, 0 départ. Donc il y a quand même une culture. J'en ai pas parlé, mais Lexi, c'est une boîte familiale. C'est une boîte qui a été confondée par le papa, la maman et les 2 fistons. Ah oui, Papa est d'accord. CEO, la maman Carole est DAF, le fils aîné Baptiste est CTO, le deuxième Mathieu est COO. C'est pratique. C'est incroyable. Le CEO a d'ailleurs fait un petit post LinkedIn où il a partagé son parcours et exprimé le fait que c'était quand même cool de travailler tous les jours avec sa femme et ses 2 fils. Voilà, anecdote sympa. Mais du coup, ça crée une boîte avec une culture absolument extraordinaire. Dans la confiance, dans la bienveillance, dans le soutien aussi. Xavier, il est vraiment très fort dans la transmission. Donc il a une carte blanche à tout le monde pour faire ses preuves, ce qui fait que tout le monde est en effet lâché un peu dans le bain de la startup, mais avec toutes les cartes pour tout le support pour réussir. Mais donc, comment est-ce qu'on a fait pour tout ça? Clairement, Lexi, le fait de pouvoir réécouter les appels, que moi j'ai d'abord réécouté les appels de Mathieu et de Xavier à l'époque pour comprendre qui étaient nos clients, comment est-ce qu'ils faisaient une démo du produit, sur quel point ils incitaient. Ensuite, moi j'ai enregistré tous mes appels et Martin a pu écouter nos appels et ainsi de suite. Très bien. Justement, tu abordes un peu le sujet outils. Est-ce que tu peux rapidement donner un peu les quelques outils que vous utilisez au quotidien? Peut-être qu'on va découvrir des outils belges, comme tout à l'heure tu m'as cité, un outil belge.
Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez? Tu pas obligé de me citer tout, mais les outils phares qui te viennent en tête? Alors notre CRM aujourd'hui, c'est Pipedrive. Oui, On utilise Lexi, évidemment pour toute la partie enregistrement des appels, note-taking, sales enablement et Lexi est vraiment central parce qu'il y a aussi un ChatGPT dans Lexi. d'accord. Donc les gens n'ont pas besoin d'ouvrir ChatGPT, ils peuvent faire plein de choses directement dans Lexi. On a un outil de VoIP qui s'appelle Telavox, qui est une boîte suédoise. Euh, c'est à peu près tout pour la stack. C'est vrai qu'en France, on a d'autres outils en général de VoIP. Aircall, Ringover, on Ouais, est intégré à tous ces chouettes outils-là aussi. ok. Euh, et au niveau stack, c'est à peu près tout. Ça va, c'est assez minimaliste, hein? C'est assez minimaliste, mais ça suffit. Et on a quand même la plateforme d'OpenIA, donc s'il faut Oui, avoir sa propre version de ChatGPT, voilà, on fait nous-mêmes des. de vos propres outils. Ouais. Très bien. Sur la partie organisation des journées et de la semaine, est-ce que tu as mis en place des routines? Moi, je sais que quand j'avais été head of sales, j'avais bien aimé mettre en place des coachings, alors soit avec une seule personne, soit à plusieurs, où on pouvait aller sur de la mise en situation, sur de l'écoute d'appel. Est-ce que tu as mis ce genre de choses en place, des rituels peut-être? Indispensable. Oui, Indispensable, c'est d'ailleurs un point où il y a beaucoup de manquements quand c'est pas structuré. Le coaching passe souvent à la trappe. Un manager va souvent faire. Enfin, si un manager ne passe pas la majorité de son temps à aider son équipe, c'est pas un bon manager. Et c'est souvent le coaching de manière routinier qui disparaît quand il y a des feux à éteindre. Donc, moi, j'ai très vite, grâce à des chouettes lectures, il y en a une qui s'appelle The First Time Sales Manager de Mike. Alors, je sais plus le nom, mais je on mettrai la mettra ref aussi. dans les notes. Donc, The First Time Sales Manager, une masterclass pour les nouveaux managers. Donc, il explique que le rôle d'un manager, c'est de faire en sorte que les gens fassent bien leur boulot et ensuite de leur permettre de mieux faire leur boulot. Ça, c'est les deux casquettes du manager. C'est essentiel de faire les deux correctement. J'ai oublié la question derrière. Est-ce que tu as mis dans la semaine Les voilà, routines, des oui, routines? il y en a plein. Ouais. La première, c'est le pipe review. Indispensable de s'asseoir une fois par semaine. Nous, on les fait de 45 minutes, entre une demi-heure et 45 minutes, avec une route, enfin, avec un framework très très clair. On regarde d'abord les résultats, ensuite le pipeline, et ensuite les activités, dans cet ordre-là. Si le pipeline et les résultats vont bien, a priori, pas grand-chose de devoir absolument creuser le pipe. Si les résultats vont bien, le sales, a priori, répond à ses objectifs, atteint ses objectifs, on n'a pas besoin d'embêter. Ça va pas au niveau des résultats, on va voir le pipeline, on vient débriefer chaque deal. Et si on voit qu'il manque du pipe, plein de pipe mais que ça ne close pas, qu'il n'y a pas assez de pipe, donc ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas assez ambitieux dans nos forecasts, on va voir les activités. Donc ça c'est la première routine, celle du pipe review, indispensable. C'est la première chose que j'ai mise en place et qui est indispensable. Une fois par semaine, parler en one-to-one avec ces gars. Deuxième chose, on fait des sessions de réécoute de call. Ça, on en fait une par semaine, où l'idée, c'est de s'asseoir par groupe de 6. Oui, j'allais te demander si c'est collectif ou individuel. On fait les deux, évidemment. Oh, d'accord. On fait les deux. Celle qui est routinier, enfin qui est systématisée, c'est celle du vendredi de réécoute de call, donc tous ensemble. C'est de l'équipe. Donc là, l'idée, c'est de prendre un call. Idéalement, les gens viennent avec des calls qu'ils ont envie qu'on réécoute. Et du coup, on vient réécouter tous ensemble un ou plusieurs appels. On vient donner du feedback, on voit ce qui va, ce qui peut être amélioré. Une autre routine aussi, c'est on organise une mini formation d'une demi-heure tous les vendredis. On a un pipe review collectif aussi. Et on a des stand-up tous les matins, sauf le lundi et le vendredi. Le lundi matin, on a le lancement de la semaine avec toute l'équipe. En une demi-heure, on fait l'agenda de tous les progrès de la semaine dernière, les chiffres aussi bien côté Customer Success que vente, et toutes les nouvelles features, parce qu'on sort entre 2 et 5 features Ah oui. toutes les semaines, donc il faut se tenir à jour. Donc en une demi-heure, tu as le temps de tout Ouais. aborder? On passe d'abord la vente, puis les CSM, puis le support, puis le marketing, puis l'équipe produit. Il faut aller vite. Donc ça, c'est une chouette routine, comme ça, toute la boîte se voit une fois par semaine pendant une demi-heure aussi. Donc ouais, toutes ces routines, c'est essentiel. La prioritaire, c'est clairement le pipe review. La réécoute de call, c'est indispensable aussi. Et passer du temps, moi, en tant que manager, donc je me bloque des plages horaires. Le time blocking, c'est le secret numéro 1 de la productivité. Donc il faut se forcer à libérer des plages horaires. C'est un rendez-vous avec moi-même où je me dis, je vais réécouter
Les calls, j'essaie de faire 2 commerciaux par semaine, sinon c'est impossible d'en faire plus. Donc 2 fois par semaine, je prends un commercial, un puis l'autre, et je réécoute au moins un call, en général avec lui. D'accord. Et dans cette mission de Head of Sales, quelles sont selon toi les difficultés les plus grosses que tu as eu à affronter ces derniers mois? Ouais. Mon challenge à moi, ça a été de jongler entre mes propres deals encore et Oui, tu ouais, nous en as parlé un peu. ouais. Donc j'essaie de me fixer comme objectif de ne passer que 10 heures par semaine en vente et le reste, donc 30 sur une semaine de 40 heures sur le coaching. Je pense que je suis encore beaucoup trop dans la vente. Je suis encore à 50-50, voire Ah oui. 60-40. Et donc moi, je dois vraiment faire un effort, continuer à prioriser. Idéalement, bah, j'aimerais bien passer du coup 80% de mon temps à n'être que là pour l'équipe et en 20% de mon temps arriver à atteindre mes targets qui sont les mêmes d'ailleurs que l'équipe. Donc c'est c'est une belle contrainte, c'est de se dire qu'en 20% du temps, je suis censé atteindre les mêmes targets Ah oui. qu'un account exécutif qui est full-time sur, le, sur la vente. Lead by example. Ouais, pas évident. Après, ce que j'aime bien, c'est que tu as parlé de 80% de ton temps doit être dans l'idéal alloué au coaching. Tu as parlé de coaching, tu n'as pas parlé de management, tu as parlé plutôt du coaching. Et ça, c'est assez précieux et assez rare hein, d'avoir un directeur commercial, un head of sales qui dit je suis d'abord le coach de mes collaborateurs. Mm. Donc ça, c'est une bonne pratique. Oui, bah oui. Après, être un manager, c'est aussi. J'adore ce framework où le rôle de manager, c'est vraiment de faire deux choses: s'assurer que les gens fassent bien leur boulot et leur permettre de le faire mieux. On a envie, on a tendance à vouloir être que dans la partie je les aide à mieux faire, je fais que du coaching, mais je pense que un manager qui fait pas les deux de manière systématique et de toutes les semaines, c'est un manager qui répond pas à 100% à sa fonction. Et donc, le pipe review, c'est l'occasion pour moi de mettre avant tout la casquette de manager où on va parler chiffres, on va parler de target, on va parler de où t'en es dans ta semaine, on va parler de ton forecast, de tes activités. Donc là, je prends vraiment le rôle du manager qui manage, qui vérifie que les process soient bien respectés, que la méthode est appliquée, etc. et que les process sont suivis. Bon, bah écoute, c'est une belle clarification. Je pense que les auditeurs qui prennent des fonctions managériales, ils vont pouvoir utiliser tes mots et ça va les aider dans leur quotidien de Head of Sales. Ça fait plus de presque 40 minutes qu'on enregistre. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces sujets de passer de 0 à 1? Donc 1, c'est direction commerciale, 0, c'est tarif commercial. Dans une startup en croissance, est-ce qu'on a, selon toi, vu ce qu'il fallait voir aujourd'hui ou il y a des choses que tu aurais voulu aborder qu'on n'a pas eu le temps d'aborder? Pour passer de 0 à 1, ben, garder en tête la partie process. Je pense que moi, ça a été un défi qui m'a pris du temps à avoir, arriver à définir qu'est-ce qu'un bon process commercial, qu'est-ce que j'attends de mes gars, qu'est-ce que j'attends vraiment d'eux, de le documenter. Et tant que ça, c'est pas fait, on est nulle part. Et moi, j'ai vraiment mis du temps à le mettre en place, donc j'insiste. Première mission de quelqu'un qui arrive dans une boîte où c'est pas encore structuré, ou quelqu'un qui arrive dans une boîte où c'est déjà structuré, c'est vérifier comment est-ce que les gens vendent, et est-ce que c'est ça le standard qu'on veut, ou est-ce qu'on doit le redéfinir. Je pense que c'est essentiel. Deuxième point, ben, moi, c'était un feedback d'un CRO, CRO part-time, donc il rejoint des boîtes en tant que CRO. Son premier réflexe, c'est quand je rejoins une boîte, je me pose et je vais réécouter les calls qui sont enregistrés. Je ne fais que ça pendant une semaine pour justement prendre la T'imprégner. température, m'imprégner et voir à quel standard on est pour ensuite pouvoir l'ajuster, l'améliorer, apporter des modifications. Je trouvais ça une belle manière de voir les choses que, a priori, le plus important, ça se passe en call avec le client. Tant qu'on n'a pas passé du temps avec ses équipes pour comprendre comment ils vendent, on n'est pas du tout un manager. Très bien. Donc, importance de réécouter ces appels. Et tu nous as dit en premier lieu, importance des process. Et avec ces deux choses, vous irez loin. On vous assure que si vous faites déjà ça, vous avez déjà fait un grand pas dans la réussite. Écoute, très bien Philippe, on va passer aux questions de la fin si tu veux bien. C'est les questions que je pose à tous les invités, un peu en mode ping-pong. Alors sur la vente ou l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a quelque chose pardon, sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? Je voudrais éviter passer du temps dans les dashboards et du coup passer plus de temps avec l'équipe. Euh, et de manière, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, le plus gros risque d'un entrepreneur, c'est de créer quelque chose que personne ne veut.
et de prendre trop de temps à s'en rendre compte. Donc ça rejoint ce que je viens de dire, passer du temps avec son marché, avec ses clients, faire des interviews, à très vite valider est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça. Dès lors qu'on a ce signal de marché-là, on est en mode j'ai un product market fit, Ouais. il y a un lien entre mon marché et la solution que je veux vendre. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible, quoi. Oui, donc se confronter rapidement au marché. Ouais. Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard selon toi? Oui, le fait de tous les jours me lever et de me dire que chaque seconde que je ne passe pas pour mon équipe est du temps perdu, maintenant que j'ai cette casquette et cette responsabilité d'être manager. Très bien, tu aurais aimé avoir cette Cette petite voix dans la tête tous les petite matins qui me plus disent tôt. chaque seconde que je passe pas pour mon équipe, d'une manière ou d'une autre, ça peut être documenter des process, organiser une formation, bloquer du temps avec eux dans l'agenda. Chaque seconde que je ne passe pas à faire ça, par exemple à closer mes propres deals en étant tout seul dans la démo, c'est bête, hein, mais en tant qu'adossé, là j'ai mes propres démos. Une manière pour moi de répondre à ce mantra que je viens de dire, que chaque seconde que je passe qui n'est pas help- aidante pour mon équipe, c'est du temps perdu, eh bien, je peux le résoudre en disant chaque fois que j'ai une démo avec un prospect, j'invite un de mes sales, comme ça il peut me shadow. Et il peut voir D'accord, ce que moi j'ai fixé comme standard pour moi-même et que j'espère et que j'attends de l'équipe. d'accord. Et par exemple, ce podcast, ils vont pouvoir l'écouter, comme ça, ils vont pouvoir aussi travailler, progresser. Très bien. Une question un peu plus triviale. Est-ce que tu as fait un achat de moins de 100 euros qui t'a changé la vie? Ah, j'ai entendu, je vais peut-être pas être originel, j'ai entendu quelques-uns de tes invités, mais en vrai, bon, aujourd'hui on le paye pas, mais le fait d'avoir utilisé, alors j'ai acheté Lexi à l'époque Ah chez, oui, chez tu Overlook. étais client avant. Ouais. Donc moi, ça avait changé ma vie à l'époque. Bon, ouais, c'est un peu triché, mais Lexi, ça coûte a priori moins de 100 euros par commercial, donc même beaucoup moins hein, pour rassurer, pour vous donner envie de tester. Donc Lexi, clairement, ça change la vie. Euh, Ça coûte combien, juste pour que les auditeurs sachent? le plan de départ commence à 12 euros. Ah oui, Pour 12 euros par mois, un utilisateur peut avoir sa prise de notes. donc ça va, ça fait, c'est même pas, effectivement, c'est même pas 100 euros. Non, 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 on est beaucoup, beaucoup moins que ça. Euh, un autre achat, ben moi, je paye pour moi-même sur ChatGPT. C'est 20 euros par mois aussi. Et le fait d'avoir accès au GPT et se former à l'IA, je pense que si vous êtes commercial, entrepreneur, chef d'équipe, C'est et que une- vous n'avez toujours pas sauté dans le train de l'IA, que vous n'avez pas de ChatGPT sur votre téléphone et que vous pas tous les jours, vous passez vraiment à côté d'un truc. Ouais, Et donc j'avoue, en 2025, le truc qui change ma vie, c'est clairement l'IA à plein, plein, plein de niveaux. Je peux d'accord. donner quelques cas d'usage si tu veux. Avec plaisir. Et donc, bon, je reviens au cas d'usage, je ne vais pas mentionner Lexi, mais avec Lexi, je retranscris ma voix. Donc, quand je fais un entretien de recrutement, j'ai aucune expérience en recrutement, je pose mon téléphone sur la table, on enregistre la conversation, j'en obtiens du coup une retranscription mot à mot. Ensuite, je donne cette retranscription à ChatGPT ou à Lexi et je lui demande prends la casquette d'un recruteur senior et donne-moi une liste de 10 questions que je devrais poser au candidat pour mieux m'assurer que c'est un bon candidat pour moi. Et donc, grâce à ça, ben, on fait un entretien d'une demi-heure avec un candidat, j'envoie un autre collègue pendant 20 minutes. Pendant ce temps-là, je me mets de côté sur mon ordi et je reviens dans l'interview avec 10 nouvelles questions, 10 nouveaux angles d'attaque qui me permettent de venir bien mieux préparé sur base du premier contenu que j'ai eu. Premier cas où je suis un recruteur augmenté grâce à l'IA, 20 euros par mois, plutôt que je ne sais pas combien de milliers d'euros pour un recruteur senior. Deuxième cas d'usage, j'enregistre mes pipe reviews avec Lexi, donc tout ce qu'on fait est enregistré, retranscrit mot à mot. Ensuite, je passe ça dans l'IA générative. Est-ce que je suis un bon manager? Est-ce que j'ai utilisé les bons mots? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire pour soutenir mon coéquipier? Alors, est-ce que ChatGPT arrive à être critique? Parce que c'est souvent, on entend que ChatGPT va dans ton sens. Mhm, Est-ce que tu arrives à quand même avoir... bon, j'imagine il va te donner un feedback mhm. intéressant, mais est-ce que parfois il peut être critique? Tout dépend de ce que tu lui demandes. Oui, c'est ça. Tu dois, dans Donc le là, prompt, dire ne pas hésiter à être à être à te défoncer, à direct. être hyper critique. Dans Lexi, on a créé un prompt qui s'appelle le Brutal Advisor, Ok. qui consiste à dire, ben, t'es un gars qui a créé des billion dollar company, t'as un QI de 180, t'as aucun filtre et tu dis Elon toujours, Musk. voilà, t'es Elon Musk, donne-moi ton feedback et ne mets aucun angle, donne-moi la vérité brute, donne-moi une piste d'amélioration et dis-moi ce que je dois faire pour améliorer cette situation, quoi. Ok. Et du coup, lui, il te retourne comme une crêpe en sortie de chaque découverte, mais il te donne des points critiques, il te donne un plan d'action hyper sharp et sur qu'est-ce que tu pourrais faire. Très bien. C'est intéressant parce que c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et qu'on va demander un feedback à un collaborateur, alors surtout si c'est un collaborateur de la même entreprise, Mm.
C'est difficile d'avoir un feedback honnête. Alors, c'est Netflix hein, qui a formalisé ça dans leur entreprise. Eux, ils arrivent à le faire, mais quand tu lis le livre de Red Hastings, tu te rends compte que c'est quand même pas évident à mettre en place. Il faut quand même une culture d'entreprise très forte. Donc, c'est intéressant de passer par une IA parce que tu vas pas en vouloir à une IA. Alors qu'un collaborateur, même quelqu'un d'externe, un coach, etc., tu peux vite avoir du ressentiment parce que tu as mal pris la critique. La plus grosse leçon cette année par rapport à l'IA, c'est d'arriver à mettre son ego de côté. L'IA, elle ne fait que faire ce qu'on lui demande. Elle n'est pas là pour te juger ou pour prétendre qu'elle fait mieux que toi. Faut être réaliste. Elle est capable de faire mieux que beaucoup, beaucoup d'humains. Et donc, dès lors que tu mets ton ego de côté, que tu lui donnes tout ce qui te passe par la tête, elle va être capable de restructurer ça. Un autre cas d'usage qu'on utilise chez Alexis pour produire nos posts LinkedIn, toi qui es dans le contenu, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit à une table avec notre téléphone, on dicte toutes les idées qui nous passent par la tête pour générer un post, plutôt que d'y passer 2 heures à faire des relectures, etc. Je dicte, je retranscris grâce à Alexis mot à mot, et je donne cette retranscription mot à mot qui est une donnée brute hyper complète par rapport à un prompt que j'aurais tapé à la main. Et grâce à ça, j'ai des posts LinkedIn qui sont générés en 20 minutes sans quasiment aucune retouche. Ouais, et un bon apprentissage dans ce que tu dis, c'est que tu fais beaucoup les choses avec les vocaux. Donc, tu utilises ta voix plutôt que d'écrire. Ouais. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, à mon avis, beaucoup de gens oublient. Hein, c'est que tu peux parler à l'IA plutôt que de tout écrire. Ouais. Je sais plus, il y a un YouTuber qui a fait une vidéo récente où il parle du fait que le, le nombre de mots par minute moyen au clavier, c'est 50. Le nombre de mots par minute moyen à la voix, c'est plutôt 150. D'accord. Oui, donc tu es 3 fois plus productif. C'est QFD. Très bien. Écoute, c'était un bon apprentissage. Il me reste une question, Philippe. Si je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes qui? Euh, en joker, je dirais Xavier, notre CEO. Il a quand même fondé 2 boîtes avant Lexi. Il en est à sa 3e. Il a vendu les autres. Donc, il a un magnifique parcours entrepreneurial. En général, c'est bon signe quand tu arrives à revendre tes entreprises. Et j'en ai un autre. C'est un ami qui travaille chez Salesforce qui s'appelle D'accord. Salem, qui est top vendeur là-bas. J'ai eu un échange une fois d'1 heure avec lui sur comment il fonctionne chez Salesforce. Et j'ai encore plein de souvenirs et de choses que je dois encore implémenter chez Lexi, d'autres que j'ai déjà implémentées. En 1 heure d'échange avec lui, j'ai appris tellement de choses sur c'est quoi une machine de vente. Et Salesforce, c'est quand même une bonne école. Ouais, et puis tous les 2 ans, ils sortent un rapport sur l'état de l'art de la vente hein, et ils prennent 5500 personnes à travers le monde, des commerciaux, pour donner, on va dire, des retours d'expérience. Donc ça, c'est plein de valeur. Et si vous ne pouvez pas lire le rapport en entier, vous le mettez dans une IA et cette IA va vous sortir les principaux apprentissages. Et donc, Salem est une rockstar. D'accord. Il y a plein de boîtes qui se l'arrachent, mais il reste chez Salesforce. Overloop, à l'époque, avait essayé de le rejoindre. Je connais d'autres boîtes qui ont déjà essayé de le recruter et qui le connaissent bien. Il reste fidèle à Salesforce, mais il fait du très très bon taf. Donc, il a Bon, plein de choses à te dire, sans doute. écoute, je lui proposerai. Écoute, Philippe, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Si jamais on veut te joindre pour, par exemple, tester Lexi, comment on fait? On peut t'aller sur LinkedIn avec grand plaisir. J'essaie justement de documenter tout ce qu'on fait chez Lexi là-dessus. Donc, sur LinkedIn, je suis assez réactif. Et on peut tester l'outil facilement. Et c'est possible donc de tester Lexi gratuitement. Il y a une période de free trial, donc d'essai gratuit de 7 jours. Donc on se rend sur Lexi, l2exi.ai. Et on peut démarrer un free trial sans devoir parler à un sales. Mais on vous rappellera dans les 5 minutes pour essayer de booker une démo avec vous. Et en vrai, je suis partant de m'offrir une réduction aux Les auditeurs auditeurs de la vente. Donc on peut mettre ça en place si tu veux. Ah ben génial. Écoute, pour les auditeurs qui ont écouté jusqu'à la fin de l'épisode, on vous mettra le code dans les notes, à moins que tu l'as déjà, mais pas encore. Et donc, comme ça, ils auront On un peut, petit. on peut être les héros de la vente. Il y aura un lien avec les héros de la vente. Allez, on va faire ça et comme ça permettra de tester pour les auditeurs qui ne connaissent pas et s'ils aiment d'avoir une remise. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour l'épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux, à le liker. Vous allez le retrouver en version vidéo sur YouTube, en version audio sur les réseaux comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et en version écrite sur la newsletter Les Chroniques de la Vente. Philippe, merci, à bientôt. Merci à toi, Alexandre. Belle vente à tous.